Vendredi 9 novembre, jour 1. Tout a commencé ce matin-là, un matin qui s'annonçait au départ comme les autres. Je devais me rendre chez le médecin qui m'avait fait passer toute une batterie d'examens, car depuis des semaines, je me sentais vraiment fatiguée. J'avais mis ça sur le dos de quelques maladies à la mode sur les réseaux sociaux. La charge mentale. Me voici installée sur cette chaise en face de mon vieux doc, qui me connaît assez bien pour savoir que je m'emballe toujours un peu vite, et qui lui est toujours là pour me faire redescendre sur terre en me rassurant sur mes angoisses. Cette fois, il m'avait l'air différent, fatigué peut-être, soucieux, ou bien de mauvais poil. Il toussote 2-3 fois dans sa barbe, comme pour essayer d'éclaircir sa voix, ou faire de la place à des mots qui ne souhaitent pas sortir de sa bouche. Bon. J'ai reçu les résultats de vos divers examens et je dois dire que je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne vais pas tourner trop longtemps autour du pot. Vous avez une atteinte très importante au niveau du cœur et des membranes et il n'y a rien à faire. À part vous soulager pour les mois qui viennent, je suis désolée. D'un seul coup, le temps s'est arrêté. Il y a comme un flottement tout autour de moi. Les objets s'envolent ici et là, puis je me sens comme aspirée dans un trou noir sous ma chaise. Ma respiration s'arrête, puis s'accélère. Je ne sens plus rien. Mes idées sont confuses, ma vue est trouble, à moins que ce ne soient mes larmes qui ne viennent noyer mes yeux. Un tourbillon. Je suis dans un tourbillon, alors ce doit être un rêve, un cauchemar, je vais me réveiller. Océane, Océane, vous allez bien? Vous êtes avec moi? Je vais vous donner le nom d'une psychologue très bien qui pourra vous aider. Vous devez absolument parler. Je sais que c'est un choc pour vous. Oui, enfin... Combien... Mon Dieu, j'arrive pas à croire que je vais poser cette question. Combien de temps me reste-t-il? Ce n'est pas certain, Océane, je dirais 8 mois, 1 an, tout au plus. Je vais vous faire rencontrer le spécialiste qui va vous conseiller sur les traitements de soulagement à prendre et vous parler des différentes options de suivi et de soutien que l'on peut mettre en place. Voilà. Ce fameux 9 novembre, le jour où ma vie a basculé. Jeudi 8 novembre, il était une fois ma vie à J-1. Je m'appelle Océane. J'ai 39 ans 3/4, une vie plutôt bien rangée. Je travaille comme assistante commerciale dans une grosse boîte de bureautique. Je suis mariée depuis 16 ans avec Laurent et nous avons 2 enfants de 13 et 16 ans, Lilou et Lénie. D'adorables adolescents. Antinomiques. Laurent est dirigeant d'une boîte de technologie audio et est souvent absent. Entre réunions tardives, conférences, séminaires, formations, voyages, d'affaires, je m'y suis habituée. Et je m'occupe de mon côté entre sorties avec les copines, cours de danse, cuisine, lecture et vie avec les enfants. Notre couple, ou ce qu'il en reste, autrement dit une bonne camaraderie tant que je ne lui pose pas trop de questions, va plutôt bien si je le compare à certains couples d'amis. On s'entend bien, surtout quand il crie. C'est son mode de défense si je commence à le questionner, et comme je déteste les conflits et les rapports d'autorité, je n'insiste guère. Nous sortons au restaurant chaque année à notre anniversaire de mariage, et pour nos anniversaires respectifs, chaque fois au même endroit, chez Norbert. Restaurant gastronomique peu fréquenté. Pour être tranquille, ça le change de tous ces endroits branchés où il est obligé, le pauvre, d'aller manger avec ses clients ou clientes ou fournisseurs. Les choses n'ont pas toujours été ainsi, bien sûr. Nous avons été très amoureux et très heureux, puis nous nous sommes petit à petit perdus. Enfin, surtout moi. Je n'ai eu de cesse d'essayer d'attirer son attention, en prenant soin de moi,
de ma ligne, de mes cheveux, de mes ongles. J'allais m'acheter régulièrement des tenues, de la lingerie sexy. Je me suis inscrite au sport, rien n'y a fait. C'est alors que j'ai compris que je n'étais plus l'élue. Il est donc venu le temps des suspicions, des recherches, des interrogatoires. Mais je n'ai jamais réussi à obtenir des aveux de sa part, ni de preuves réelles. Ainsi j'ai fini par me persuader, c'est-à-dire me mentir à moi-même, que cela venait peut-être de moi, une jalousie maladive, ou un manque de confiance en moi. Je vois donc un psy tous les mois, comme ça nous sommes deux, à m'aider à mieux vivre dans le déni. Sarcasme. Ma vie professionnelle, quant à elle, reflète bien ma vie de couple. Je travaille dans l'ombre de différents commerciaux. Mon travail étant de leur rendre la tâche la plus facile possible au quotidien. Je leur trouve des prospects, je gère leur agenda, je fais leur devis, leur chiffrage, leur courrier, je gère leurs dossiers, je relance leurs clients, les factures, et je m'occupe aussi de leur service après-vente. Dans une entreprise où les chiffres et le rendement l'emportent sur tout le reste. Nous sommes donc des numéros parmi tant d'autres. Enfin, il y a mes enfants, que je chéris, plus que tout au monde. Ils sont plutôt studieux, bien dans leur peau, même s'ils sentent bien que leur père n'est pas très présent dans nos vies. J'allais oublier de vous parler de mes parents. Mariés, depuis toujours, il me semble, mais chacun de leur côté. Avec eux, la consigne numéro 1 est de les appeler ou de leur rendre visite que si tout va extrêmement bien. Oui, c'est un peu excessif, mais comme ils vont venir puiser 70% de votre crédit positivisme, il vous en restera environ 30% en repartant. Tandis que si vous y allez un jour sans, vous risquez de vous enfiler le tube de Xanax sur le chemin du retour. Si retour il y a. Vendredi 9 novembre, jour J. Maintenant que nous avons fait un peu plus ample connaissance, je vais pouvoir reprendre l'histoire au jour où elle a commencé. Ce fameux 12 novembre. Une journée en fait assez maussade. Il faisait humide. Un lourd brouillard pesait sur le paysage. Le même que dans mon esprit au sortir du cabinet du docteur. Je marche jusqu'à ma voiture à la démarche des zombies dans les films, comme si d'un seul coup je n'étais plus qu'une carcasse vide, pleine de rien. Une fois assise au volant de ma voiture, la seule et unique question que je me passe en boucle comme un disque rayé, c'est « Et maintenant, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ?» En fait, j'aurais voulu pleurer, mais rien ne sort. J'aurais voulu crier, mais je suis incapable d'exprimer la moindre réaction. Je ne ressens rien. Est-ce que je suis déjà morte ? Et cette question résonne dans ma tête comme un réveil glacial. Quelle ironie. Je vais mourir. Mais est-ce que suis-je seulement vivante ? Je ne ris pas, je ne pleure pas, je ne crie pas, je ne souffre même pas. C'est ça, je suis déjà morte. Mais quand cela est-il arrivé ? À quel moment ai-je arrêté de vivre ? Qu'ai-je fait de ma vie ? Quand s'est-elle arrêtée ? Ou pire, elle n'avait peut-être jamais commencé. Mourir sans avoir vécu. Je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai fait de belles choses. J'ai 2 beaux enfants. Un mari, un travail. Oui, 2 enfants qui m'ignorent. Un mari qui m'ignore encore plus. Et un travail, c'est pareil. Oui, c'est une évidence. Je suis morte. Avant même d'être morte. C'est pour ça que je suis invisible. Je redémarre ma voiture et reprends la route. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et de toute manière, à qui vais-je manquer ?
Je décide de redémarrer et de conduire au hasard jusqu'au premier panneau de destination. Et là, je choisis d'aller voir la mer. Je n'avais jamais pris une décision ainsi, un choix qui me concernerait moi seule, sans me soucier de ce que penserait mon petit monde. À la première aire de repos, je m'arrête et j'en profite pour envoyer un message à mon mari. « Bonjour, j'ai dû partir quelques jours. Ne me pose pas de questions. Je t'expliquerai à mon retour. Dis aux enfants que je suis partie voir une vieille tante malade. Le frigo est plein. Baiser. » Je n'en reviens pas moi-même. Je suis partie toute seule à l'improviste, sans destination particulière, et la petite voix qui revient. « Tu es une égoïste irresponsable. » Et si je lui disais de la fermer à celle-là une bonne fois pour toutes, cette mauvaise conscience, ce poison nommé culpabilité, ou plutôt ce qui me sert d'excuse pour ne rien accomplir, genre je peux pas, j'ai poney. Les enfants sont grands, mon mari est responsable, le frigo est plein, et surtout, ils vivent leur vie, eux. Après ce petit débat intérieur, je reprends la route, vers Biarritz. J'estime pouvoir arriver en début de soirée, et je ne sais pas encore où je vais dormir. Et si j'allais simplement m'acheter un gros duvet, je dormirais dans la voiture, face à la mer. Oui, formidable idée. La route est longue et mon esprit divague. Je fais des allers-retours dans le passé, des 20 ans, des 30 ans, et des 10 ans en arrière, essayant de comprendre à quel moment ça a foiré. Ah, ça y est, Biarritz, me voici. Je m'arrête à la première grande surface pour acheter un duvet. Et traversant l'alimentaire, je me rends compte que je n'ai pas faim du tout, mais que je boirais bien quelque chose. Dans le rayon des alcools, nous choisirons un bon champagne. Tiens, pour fêter ça. Et oui, parce que je le vaux bien. Comme je n'arrive toujours pas à pleurer, autant utiliser le sarcasme acidulé, celui qui fait rire de travers. Ah, j'ai reçu un message de mon cher et tendre. Pendant que tu fais ta crise de la quarantaine, sache que ce soir j'ai un repas d'affaires et que je ne pourrai pas être à la maison avec les enfants. Oups. Non, 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 je ne répondrai pas. Et au fait, qu'est-ce que je risque? Au pire, hein? Qu'est-ce que j'aurais à perdre à ne pas répondre? Allez, je passe à la caisse. Je cherche la voiture, je charge la voiture et je cherche une plage. Mais non, il me faut la plage, sauvage et déserte. Le temps est plus agréable ici. Juste une petite brise. Le soleil se couche. Il faut que je me gare avant la nuit. J'ai trouvé un chemin de pierre menant à une plage. Ça sent bon les pins, le sel. Ça y est, j'y suis. Pas de dune, juste là devant moi, l'océan, à perte de vue. À la supérette, j'avais pris un polaire en plus du duvet. Je prends donc les deux et ma bouteille de champ. Je m'avance pieds nus sur le sable, froid, et me laisse tomber à genoux. Le soleil rouge sang se reflète sur l'eau, dans une symétrie parfaite, comme s'il se regardait dans le miroir. Miroir, mon beau miroir, qui brille de mille feux. L'eau lui répondant, « Ta lumière n'est pas de feu, car le feu s'éteindrait à la moindre de mes vagues. Ta lumière n'a pas besoin de qualificatif. La lumière est lumière, et elle brille d'elle-même, par elle-même et pour elle-même. » Dans le silence et l'observation, des réponses naissent. Je ne suis pas moi maman, je ne suis pas moi assistante co, je ne suis pas moi femme de, ou fille de, ou mère de. Non, je suis moi, car en fin de compte, je partirai sans personne. Et là, maintenant, je suis seule, toute seule. Il n'y a que moi, discutant avec moi. Enchantée, Océane. Et si on faisait un peu connaissance?
Océane, quel était ton plus grand rêve? Je m'installe plus confortablement en tailleur. J'ouvre le duvet pour me couvrir les épaules et je débouche ma bouteille. Je la lève au soleil comme pour trinquer à sa lumière, qui s'éteint doucement, mais qui réapparaîtra demain. Alors qu'une pensée me vient, que pour moi le mot « demain » a d'un seul coup un goût intense dans ma bouche, un sens incroyablement profond, une sensation naissante que demain pour moi, plus rien ne sera jamais pareil. Après quelques bonnes gorgées de champagne, ce mot « demain » me pèse tellement que j'ai besoin de le faire sortir de ma tête. Les mots « demain », mes rêves, quels sont mes rêves? Demain, rêve, rêve, demain. C'est l'explosion. Je me mets à crier, à en décrocher la lune, les étoiles et la galaxie tout entière, à m'en rompre les cordes vocales, et je pleure. Je pleure en tapant du poing dans le sable. J'ai tellement d'eau dans les yeux que je pourrais concurrencer la mer en face de moi. Le soleil s'est noyé lui aussi. La nuit est tombée et il commence à faire froid. Je sèche mes larmes, je reprends une grande gorgée de champ avant de me lever pour retourner à la voiture. Je m'installe nonchalante. À l'avant de la voiture, je recule le fauteuil passager au maximum, allonge mes jambes et mets mes pieds sur le tableau de bord. Je me couvre avec le duvet. J'ai froid et j'écoute très bien de la musique. Alors je mets le contact, le chauffage et je cherche la chanson, comme pour ne plus rien subir. Soudainement, j'ai envie de tout choisir et de ne plus rien faire par dépit ou à défaut de. C'est la plage, ce sera la chanson et c'est ma vie, en tout cas pour ce qu'il en reste. Les larmes remontent. Alors je rebois quelques gorgées de champagne. Oups, bouteille finie. La chanson « Shallow », ce super duo entre le beau Bradley Cooper et Lady Gaga. Ah oui, elle tombe à pic celle-là. Je chante en sanglotant et je ruine le refrain, montant le volume à fond au moment où elle s'enflamme. Peut-être trouverez-vous la situation pathétique, mais c'est là, à ce moment précis, sur cette plage déserte, dans la nuit noire, dans ma voiture, gelée, alcoolisée, pleurant et chantant en même temps, à quelques centaines de bornes de la maison, une prise de conscience se fait. Je suis vivante. Merde, oui, je suis vivante. Je crie, je chante et je pleure. Et je veux crier, je veux rire, oui, je veux rire, rire comme avant, rire de bon cœur, je veux aimer encore, je veux chanter aussi. Oui, je veux chanter, j'adore chanter. Je veux apprendre à chanter, je veux faire le tour du monde en chantant et en dansant, en jouant de la musique. Je ne sais pas jouer non plus. Je vais apprendre à jouer de la guitare et à chanter. Je veux vibrer, je veux vivre et cesser de ne faire qu'exister. Et c'est dans cette ivresse d'envie que je m'endors pour le plus beau des rêves. Bonjour, je vois qu'il y a quelques personnes. Mais je suis désolée, mais moi je vibre, ça doit se voir. Voilà. Samedi 10 novembre, jour 2, le plan. Aïe, 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 ça pique. Le réveil se fait brutal. Je suis gelée et je dois dire que ma tête est traversée par un troupeau d'éléphants. J'ai tout. Le bruit de chacun de leurs centaines de sabots claquant sur le sol, l'épais nuages provoqués par la poussière de la terre frappée et leurs barrissements qui n'ont rien d'apaisant. Alors pour commencer, je vais aller chercher un bar ouvert pour y prendre un café et un tube de Doliprane et réfléchir à la suite que je veux donner à ma vie. Incroyable. C'est comme si je venais de me réveiller devant une page blanche, avec un stylo magique entre les doigts, et que chaque mot, chaque ligne que j'allais y écrire aurait le pouvoir de se réaliser.
Je fais quelques kilomètres et croise plusieurs cafés fermés avant de trouver un petit salon de thé, tout rose bonbon, avec une devanture très vintage. L'endroit m'inspire. Je me gare et m'y invite. Bonjour, je voudrais prendre un café. Je peux m'installer? Bien sûr, installez-vous où vous voulez. Je n'ai pas fini de tout mettre en place. Vous êtes bien matinale. Ah oui, je sais, je n'ai pas très bien dormi. Où sont vos toilettes, s'il vous plaît? Là-bas au fond, la porte rose, avec la petite fille Poulbeau peinte dessus. Merci. Cet endroit est superbe. Apaisant, inspirant, et la demoiselle est très agréable. Une petite brunette avec une coupe surprenante, toute déstructurée. Le look Poulbeau, casquette Gavroche, sarouel en jean fluide, bretelles et un petit Marcel très décolleté et près du corps. Elle est belle et fraîche. Pas comme moi ce matin. Ma tête est à faire peur. Au fait, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Il paraît que je suis plutôt jolie. Je suis assez grande, pas loin du 1,75 m, mes cheveux sont châtains naturels et légèrement bouclés. Juste des vagues ici et là, c'est très pratique pour les filles coiffées décoiffées. J'ai quelques taches de rousseur sur les pommettes et le nez. J'ai de grands yeux verts, légèrement en amande, la bouche de Lara Croft, les jambes de Cindy Crawford, les fesses de J-Lo et les seins de Halle Berry. Puisque vous ne me voyez pas, j'ai bien le droit de m'idéaliser un peu. Je plaisante. Je suis mince, une taille 36. J'ai tendance à penser que j'ai un gros cul, mais je l'assume bien. L'ensemble est plutôt équilibré. Quant à mes seins, non. Ils ne sont en fait pas gros du tout, même plutôt petits. Mais finalement, je suis bien contente car cela me permet de ne pas toujours porter de soutif. Mais ce matin, je ressemble plutôt à Nikita au début du film, avec des cheveux longs. Je retourne m'asseoir, mon café est servi. Excusez-moi, auriez-vous de quoi écrire, s'il vous plaît? Des feuilles et un stylo? Oui, bien sûr, je vous donne ça. Merci. Me voici devant la fameuse page blanche. Je me souviens de ma question d'hier soir. Quels sont tes rêves, Océane? Par quoi commencer? Nous sommes samedi. Je peux rentrer ce soir? Non, plutôt demain. Je dois retourner chez moi et parler à mes enfants, à mon mari, tout leur annoncer et les préparer à mon grand départ. Mais aussi à mon départ anticipé. Il ne m'est plus possible de continuer une journée à me mentir. Je n'ai plus le temps pour ça. Chaque seconde compte. Pour cela, j'aurai besoin d'argent. Où en trouver? Personne ne m'en donnera, je n'ai pas d'économie. La maison, nous l'habitons et la payons depuis 10 ans. Elle est à moitié payée et a quasiment doublé de valeur avec tous les travaux que nous y avons faits. Nous pourrions peut-être la vendre pour 300 000 €, sachant qu'elle nous a coûté 150 et que nous avons remboursé la moitié. 300 moins 75 000 égale 225. Que je divise par 2 égale 110 environ. Moins les frais et tout le reste, il pourrait rester 100 000 chacun. C'est bien plus qu'il n'en faut pour tenir un an. Et c'est assez aussi pour que Laurent puisse acheter ou louer autre chose avec les enfants. Le plus difficile sera de leur parler et d'aider Laurent à comprendre mes choix, surtout que ça va prendre du temps. Et du temps, je n'en ai pas. Les jours et les semaines que toutes ces démarches prendront, j'essaierai de les passer avec mes enfants, à les amener à me comprendre et à accepter les changements au mieux possible. Et pour mon travail, il va falloir réfléchir à la manière de rompre mon contrat. Un départ à l'amiable, serait-il possible? Je crois qu'on appelle ça une rupture conventionnelle. Ça doit être l'histoire d'un mois ou 2. Bon. Je dois aussi prendre rendez-vous avec ce spécialiste du cœur, pour connaître le plus de détails possible quant à l'évolution des symptômes. La gestion des crises, les traitements ou palliatifs à me prescrire pour toute une année. Enfin, une fois les enfants et Laurent avertis, la maison mise en vente, ma rupture signée, je me lancerai à la recherche d'une prof de chant et de guitare, aussi barge que moi. Excusez-moi, je suis curieuse, mais vous êtes une artiste ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout. Enfin, pas encore.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est que souvent je sais les reconnaître. D'une âme à une autre. Il y a comme des échanges, des énergies communicatives. Et il m'a semblé vous... Bon, ok, j'arrête. Vous allez me prendre pour une barge. Mais vous prendre, moi, pour une barge? Impossible. Je suis le prix Nobel de la bargitude. La petite brunette explose de rire en lançant. Mais oui, voilà pourquoi vous me disiez quelque chose. Je vous avais reconnu. Va falloir me dédicacer votre tasse à café. Que je la garde en souvenir. Nous sommes deux à rire aux éclats. Que ça fait du bien de rire. Je m'appelle Gaïa, comme la déesse, ou la chienne de la voisine. Enfin, dans les deux cas, c'est très lourd à porter. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a fait exprès d'appeler la chienne comme moi. C'est une vieille aigrie. Mais pourquoi bientôt? Vous avez dit bientôt. Elle est pleine de vie, et très réactive, curieuse et perspicace. Gaïa. Avec un tel prénom, elle se doit d'être exceptionnelle. Enchantée, Gaïa. Moi, c'est Océane. Un prénom qui peut faire des vagues, lui dis-je en grimaçant. Fière de ma blague. Oui, je disais bientôt parce que j'ai toujours rêvé de mener une vie d'artiste, de chanter et de jouer de la guitare, de faire danser les mots en équilibre sur des cordes vibrantes et sans filet, comme des funambules de l'émotion. Je pense que pour moi, c'est maintenant ou jamais. Waouh, vous êtes incroyable! Et croyez-moi, vous êtes une artiste. Il ne s'agit pas de maîtriser un art ou un savoir-faire. Il faut avoir ce complément d'âme, ce regard différent sur le monde et ce qui nous entoure. Vous savez, cette sensibilité exacerbée, souvent en décalage avec la normalité. C'est cette imagination débordante qui nous permet de survivre à la fadeur de nos vies ou à la routine. Je l'ai su à la minute où j'ai vu vos yeux. Les yeux sont nos miroirs. C'est beau? Alors oui, je suis une artiste. Et j'ai rendez-vous avec l'œuvre de ma vie. Vous venez d'où? Vous êtes en vacances? Je viens de Toulouse et je suis venue m'échouer ici pour le week-end. Ah oui? Et vous séjournez où? En fait, nulle part. J'ai dormi dans la voiture sur le parking de la plage. Et vous comptez rester jusqu'à quand? Demain matin, je pense. J'ai des choses à régler chez moi demain. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais je marche au feeling. Enfin, je veux dire, je ne crois pas au hasard. Et si je me trouve sur votre chemin, c'est pour une bonne raison. Et vice-versa. Je vous invite ce soir. Du coach surfing. Ça vous tente? Ah, mais oui! On pourrait manger ensemble aussi, une pizza. Super, j'amène le vin et le dessert alors. Oui, ah ça me plaît. Pour 18h, on se fera un petit apéro. Je voudrais aller voir le coucher du soleil sur la plage vers 17h30. J'arriverai après. C'est vrai? Je le fais très souvent aussi. Mais vous voulez être seule pour méditer? Oh non, je veux bien de la compagnie. Génial! Alors je vous rejoins, sur la plage. À 3 km d'ici, il y a un petit chemin à gauche, c'est très tranquille. Et vous avez un parking au bout duquel on est face à la mer. Bah oui, je sais. C'est justement là que j'ai dormi hier. J'aime beaucoup l'endroit. Je vais aller me promener dans Biarritz aujourd'hui. Sûrement aller au Rocher de la Vierge et au phare. Combien je vous dois? Ah oui, c'est sympa à faire. Ah, c'est 1,50 € pour le café. Je ferme à 15h et j'ai une visite à 16h avec l'agence et un acheteur potentiel. Ça devrait pas durer 2 heures. Vous vendez? Oui, c'est compliqué. On en parlera ce soir si vous voulez. Tiens, 2 €. Pardon, tenez. Mais non, carrément, on se tutoie, c'est plus simple. Belle balade, Océane. À tout à l'heure. Je referme la porte de cet endroit comme si je refermais un flacon magique dont se seraient échappées des vapeurs d'élixir aux 1001 douceurs. C'est ainsi qu'encore envoûté par ce parfum de bonheur, ou bien ce sont les vapeurs d'alcool de la veille, je cherche ma voiture depuis plus de 5 minutes. Voiture trouvée. Je prends la route du phare, car il fait beau et que la vue sera sûrement bien dégagée. En roulant, je me rends compte que mon mari ne m'a pas écrit. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, il paraît. En l'occurrence, dans le cas présent, ça veut plutôt dire « Ce que j'ai à te dire ne peut se dire au téléphone, je garde mon énergie pour te cracher mon venin de visu. » Voyons le bon côté des choses. Si je pars,
Il n'aura plus besoin de réunions, de poker, de séminaires, de salons. Je saurai lui vendre le projet. Il pourra enfin économiser tous ses efforts inutiles, toute sa fake logistique, et ainsi se concentrer sur ses objectifs et optimiser ses résultats de sport en chambre. Fini les frais d'hôtel, les baisses de couloir. Non, vraiment, j'ai de bons arguments pour convaincre un performeur comme lui. Je ne devrais peut-être même pas lui dire que je suis malade. Comme ça, ce serait plus simple. Pas de pitié, pas de compassion, que de la colère. Ce sera sûrement plus facile pour lui, comme pour moi. Je passe donc l'après-midi à marcher pour visiter cette superbe ville. La marche m'apaise. J'aime beaucoup cette côte aux falaises escarpées. J'ai déjeuné au bout du rocher de la Vierge, un morceau de pain accompagné d'un bout de fromage et d'un verre de vin rouge. C'est là qu'un jeune homme très séduisant m'a proposé une part de tarte pour mon dessert, prétextant qu'un repas, quel qu'il soit, est toujours meilleur quand il est partagé en bonne compagnie. J'ai trouvé le geste adorable, un jeune premier d'apparence très soignée, une chevelure bouclée un peu en vrac, lui conférant un petit air canaille. Nous avons échangé sur tout et rien, enfin, surtout sur rien, rien de sérieux. Nous sommes restés dans le vague, dans l'éphémère, les voyages, les rêves, les espoirs, les rencontres. Il s'appelle Olivier. Il m'a semblé n'avoir que la vingtaine et toute la vie devant lui. Je l'ai quitté lui disant que j'avais un rendez-vous avec un phare. Il a voulu me laisser son numéro de téléphone au cas où je voudrais le revoir. Je l'ai pris, mais ne lui ai pas laissé le mien. L'ego flatté par l'intérêt de ce jeune fougueux à mon égard. J'ai un peu souffert à la montée des 248 marches du phare. En fait, j'ai même dû m'arrêter à plusieurs reprises. Mon cœur semblait s'emballer et m'envoyait des décharges comme des pincements de nerfs vicieusement violents. Je sais que ce sera forcément à prendre en compte pendant mes voyages. Je me demande d'ailleurs combien de temps vais-je réellement pouvoir voyager. Vais-je tenir le coup? Il le faut. Bientôt 17h, il est temps pour moi de prendre la route de la plage. J'arrive sur le parking de la veille, il est 17h15 et le soleil commence déjà à se coucher. Alors je reprends mon duvet et mon polaire car il fait froid. Je m'installe bien confortablement sur le sable, en tailleur, sur mon duvet, et pour commencer, je ferme les yeux. Le vent balayant mes boucles de cheveux, masquant une partie de mon visage, le son des vagues allant et venant, elles claquent violemment le sol, puis glissent, caressant le sable, en se retirant. Rage et douceur à la fois. C'est un peu ce que je ressens pour cette chienne de vie. Perdue dans mes pensées et bercée par mes sens en éveil, j'entends au loin des notes familières. Mais on dirait un de mes morceaux préférés. Oui, c'est ça, je reconnais. Waiting on an angel, want to carry me home. Hope you come to see me soon, 'cause I don't wanna go alone. No, I don't wanna go alone. Mon Ben Harper. Chère Gaïa. C'est Gaïa. Elle joue et chante à quelques mètres plus loin et s'approche tranquillement sans s'arrêter de jouer. Elle s'assoit délicatement et continue à chanter. Now, Angel, won't you come by me? Angel, hear my plea. Take my hand, lift me up, so that I can fly with thee. La traduction. Maintenant, mon ange, ne vas-tu pas venir? Mon ange, entends-tu mon appel? Prends ma main, soulève-moi, pour que je puisse m'envoler avec toi, pour que je puisse m'envoler avec toi. Et je suis en train d'attendre un ange. Et je ne sais que ce ne sera pas long. Pour me trouver un endroit reposant, dans les bras de mon ange, dans les bras de mon ange. Alors parle gentiment à un étranger, car tu ne sais jamais. C'est peut-être un ange qui vient frappant à ta porte. Et j'attends un ange, qu'il me ramène chez moi. J'espère qu'il viendra me voir bientôt, car je ne veux pas partir tout seul. Non, je ne veux pas partir tout seul. Je vais arrêter là parce qu'en fait il est déjà 10h40. Voilà, j'aurais bien voulu m'arrêter sur une fin de chapitre pile, mais c'est pas possible. Donc voilà, comme j'ai commencé à peine plus tard, j'ai fait 5 à 6 minutes de plus. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été présent et surtout je vous encourage à partager vos ressentis
Et il sera toujours temps de pouvoir vous enregistrer, soit en podcast, soit pour les vidéos suivantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer, à en faire de la publicité. Et puis rendez-vous demain matin pour la suite. Bonne journée à vous.